Empreinte, une émission conçue et présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs de la chaîne 3, bonjour. Vous êtes avec Empreinte, votre émission hebdomadaire consacrée au livre. Je reçois aujourd'hui, pour inaugurer une nouvelle, on va appeler ça rubrique de l'émission qui s'appelle Hommage. C'est-à-dire qu'elle est appelée à rendre hommage aux grands romanciers, écrivains disparus. Et nous avons donc pensé qu'il était important de commencer par une grande figure de la culture algérienne, un grand romancier, Malik Haddad. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir donc Amin Matoub. Amin Matoub, bonjour. Bonjour, Sir Tazarout Abdelkrim. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, le plaisir est pour nous. Je n'ai pas été galant, j'aurais dû commencer par Shahinel Bouchetata. Bonjour. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir fait l'honneur de nous inviter pour cet hommage. Alors, donc, cette fois-ci, je commence par vous, donc Shahinel Bouchetata et Amin Matoub. Vous représentez donc un lieu de culture, un lieu où vous donnez la parole aux écrivains, donc le café littéraire ML de Mascara. J'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir été un de vos invités. Je vous assure qu'il y a un public magnifique et que vous tenez très bien votre café littéraire. Je vous félicite. Merci. Et j'invite nos auteurs, donc nos écrivains, ceux qui ont de nouveaux romans, de les contacter et vous allez être étonnés par l'accueil. Alors, comme donc nous commençons par parler de Malik Haddad, ce grand poète et romancier. Et en étudiant un peu, en préparant un peu cette émission, j'étais moi-même étonné de découvrir que c'était quand même en un laps de temps très court, même pas une dizaine d'années, qu'il avait beaucoup écrit, alors que nous connaissions de lui que je t'offrirai une gazelle, son roman, je t'offrirai une gazelle, et quelques, bien sûr, recueils de poésie, mais là on découvre un autre personnage, beaucoup d'ouvrages, donc des romans, des essais et des recueils de poésie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est né, comme par hasard, un 5 juillet 1927, à Constantine. Il est décédé le 2 juin 1978. Il est le fils de Slimane Haddad, donc un Kabyle originaire de Drab al-Mizan. Et comme il était instituteur, donc établi à Constantine, il a enseigné à Constantine. Malik Haddad a fait ses études donc à Constantine, il a vécu à Constantine. Et étonnamment, donc, c'est un auteur qui considère la langue française comme un exil. Ça, c'est donc il y a matière à débat et discussion. L'école coloniale colonise l'âme. C'est quand même une déclaration importante. Amin, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? D'abord, on précise aux chers auditeurs qu'on n'est pas des spécialistes renommés de la littérature, on est des amateurs. Non, on n'est pas des vrais Haddadiens. Quand on anime un café littéraire, parce qu'on a moi j'ai eu la chance d'avoir donc été à Mascara et j'ai découvert votre trésor littéraire, votre caverne d'Ali Baba, où j'ai puisé, j'ai découvert énormément de titres, pratiquement tout ce qui a été publié par les auteurs algériens. Je vous félicite. Je vous en prie. Madame aussi, merci. Comme vous partagez la vie avec notre ami Amin, elle conserve cet endroit. C'est vrai que c'est un trésor. Oui, temple culturel de Mascara. Bien. Alors, puisque vous avez modifié l'ordre, l'enchaînement avant de répondre à cette question,
je vais vous poser une question très très simple et je commence par Shahinez. Qu'évoque pour vous le nom Malek Haddad? Malek Haddad, ça évoque pour moi une grande figure de la littérature algérienne qui malheureusement est méconnue pour la plupart des Algériens, ce qui est malheureux, des jeunes. Et en fait, moi je l'ai découvert lors d'un café littéraire que nous avons organisé autour de la littérature algérienne. Et donc, il y avait l'un des participants qui avait, parce qu'il faut dire qu'en plus de recevoir des auteurs, nous avons notre cercle littéraire. Nous sommes 8 passionnés de littérature. Nous nous rencontrons une fois par mois et chacun ramène sa lecture. Et donc, on décidait de thématiques à l'époque. Et là, c'était la thématique littérature algérienne. J'avais découvert l'élève et la leçon. Et une autre... C'est son premier roman? Non, son premier roman, c'est La dernière impression. En fait, il faut savoir que Malek Haddad a écrit depuis 1958 jusqu'à 61 chaque année un roman. Un roman. Donc il y avait ce qui est incroyable. Oui, La dernière impression. Et il avait quel âge à peu près à cette époque? 27, 30, 29 ans, 30 ans. 39, ouais. Donc, la dernière impression, ensuite, Je t'offrirai une gazelle, puis en 60, L'élève et la leçon, et en 61, Le quai aux fleurs ne répond plus. Et là, ça a été pour moi franchement une découverte, la découverte d'un poète, de ce roman poétique qui vraiment m'a fait vibrer. Et j'ai été très heureuse de votre invitation aujourd'hui, de pouvoir partager ça avec nos auditeurs. Eh ben, l'honneur est pour moi, parce que on n'offrira pas de gazelle à nos auditeurs, mais l'envie d'aller chercher dans nos librairies Malek Haddad. On vous le conseille. Oui. Alors, je me retourne vers vous, oui. Amine, cher Amine. Qu'évoque pour vous le nom, très brièvement bien sûr, de Malek Haddad? Malek Haddad, pour moi, c'est le plus grand poète. Et sa poésie, elle a transgressé beaucoup de choses. Et à caractère, surtout, engagement. Engagement pour son identité d'abord, parce qu'il se retrouvait à l'époque coloniale, il y avait un quartier juif, un quartier de colons français. Il lui était au beau milieu, parce que son père était instituteur, donc il se trouvait au beau milieu de ce quartier. Ça vous parlait de la période Constantine. Voilà, la Constantine. Donc il s'est imprégné de tout ce métissage-là, et il cherchait beaucoup de temps pour trouver son identité. Et ce qui m'a fasciné, c'est cette poésie-là, comment qu'elle a émergé. C'est grâce à ce brassage ethnique, polyethnique, qui a façonné Malek Haddad. Donc il tient dans ses poèmes, dans ses écrits, il tient son identité profondément. J'ai jamais vu un poète ou un écrivain s'exprimer avec cette fascination et cette intensité de sentiments et de cette passion. Donc on est cherché sa vie. Maintenant on cherche sa vie, comment qu'il a vécu, son parcours studieux, comment à cette époque difficile où c'était pas évident pour les jeunes Algériens d'étudier. Donc il a pu parvenir grâce à son père. C'est les mecs qu'on avait tout à l'heure dit. Donc il a bien fait un grand parcours et en plus son bac c'était philosophie. Il a pu son bac philo. Donc la philosophie elle est présente dans ses poèmes et dans ses romans. Dans sa fiction. Ah, sa fiction, oui. Alors on va revenir parce que moi sa phrase elle m'a interpellé. Je vous assure que j'ai fait une pause quand j'ai lu L'école coloniale colonise l'âme. Et ça l'a poursuivi toute sa vie. C'est comme une blessure, c'est comme un trauma. Il s'est beaucoup interrogé et on retrouve cette interrogation, cette cicatrice, on la retrouve dans la majorité de son ouvrage. Alors pour vous, Shahinez, l'école coloniale colonise l'âme. En fait, il devait être très mal à l'aise par rapport au fait que c'était parmi les seules les seuls jeunes Algériens de l'époque, puisque son père déjà avait le statut d'enseignant, donc il habitait dans le quartier français. Ce qui fait qu'il rencontrait les autres, c'est-à-dire il était pratiquement le seul au milieu du quartier français, donc il se sentait un peu étranger, il s'en voulait presque d'être au milieu des Français alors qu'intimement il se sentait algérien. Et donc il se sentait arabo-berbère, il avait même, comme a dit Amine, il avait ses amis juifs et tout ça qu'il rencontrait à l'école, qu'il voyait au lycée, à l'école, tout ça, et il s'en voulait.
il s'en voulait d'un côté il s'en voulait, et d'un autre côté il était content de maîtriser l'outil de la langue française pour pouvoir s'exprimer, mais c'était pas le meilleur des outils pour exprimer ce qu'il ressentait en tant qu'Algérien profond qu'il était. Donc dans son engagement, ça n'allait pas. Il y a quelque chose qui sonnait faux en lui. Et donc ça a sonné faux toute sa vie. Il a eu ce sentiment-là. Amine, alors, par rapport à cette question que je la pose, mais nous avons deux grands noms, donc deux qui étaient amis, parce qu'ils se sont rencontrés au sud de la France pour travailler en tant qu'ouvrier agricole. Kateb Yassine et Malek Haddad. Alors, Kateb Yassine dit « La langue française est un bulletin de guerre ». Contrairement donc à Malek Haddad qui dit c'est quand même une langue qui colonise l'âme de l'Algérien. Pourquoi il se reproche ça? Alors les deux. Oui, pourquoi il se reproche ça par rapport à Kateb Yassine? Parce que lui, il dénonce toujours le tartuffe, il dit le tartuffe dans ses écrits. Le tartuffe c'est quoi? C'est l'hypocrite. Donc d'un côté il défend la valeur arabo-berbéro-musulmane et de l'autre côté il est imprégné de culture française. Vraiment, il connaît que ça. Parce que dès qu'il était petit, il était à la bibliothèque et on a rappelé le rat de bibliothèque. Il a étudié tous les classiques français, russes, anglais. Donc c'est une culture presque 100% européenne, occidentale. Voilà. Donc, et là, ça lui fait mal parce qu'on lui a imposé cette langue-là, on lui a imposé cette culture-là. Lui, il voulait autre chose. C'est vrai qu'à l'école, c'est tout ce qu'il avait. Il avait le droit à cette langue. Donc, le fait d'être contraint à ne connaître que ça, c'est ça qui le travaillait à l'intérieur de lui, qui le rangeait. Et à la langue, il se rendit un peu, il se culpabilisait. Et culpabilisé, on peut balancer facilement un coupable, être coupable. Donc, ces sentiments-là, le malmené, le travailler. Et d'autant plus, qu'est-ce qu'il faisait? C'est la poésie et les romans engagés. Oui. Donc l'engagement en tant que militant, c'est ça qui dérange. Il y a une contradiction, deux courants qui se contredisent dans son cœur et dans son esprit. Dans la même personne, dans son cerveau. Voilà. On aurait aimé, j'ai pas trouvé c'est incroyable, j'ai pas trouvé d'entretien de Malek Haddad. Oui. On aurait aimé lui poser donc cette question, mais bon, on refait pas le temps, c'est un peu trop tard. Mais c'est dans son roman, c'est dans son ouvrage, cette interrogation, parce qu'il dit notamment dans ce magnifique roman, Le Quai aux Fèves ne répond plus, j'ai entendu une fois donc Yasmina Khadra qui présente ce roman comme étant un des plus beaux fleurons de la littérature algérienne. Et vous m'avez dit finalement qu'il avait préfacé dans une réédition de ce roman. Réédition de Média Plus. Média Plus, oui. Je t'offrirai une gazelle. Et Yasmina Khadra, je t'offrirai une gazelle. Et c'est Yasmina Khadra lui-même qui a dit c'est grâce à Malek Haddad que j'écris. C'est lui qui l'a inspiré. Voilà. C'est encore quelqu'un qui a été inspiré par Malek Haddad. Merci Amine de le rappeler. C'est quand même... C'est bien. Il y a des scoops dans cette émission. C'est bien de rappeler. C'est grâce à Malek Haddad. Et on a parté en discuter. Et j'avais dit, c'est terrible. Quand j'ai terminé le livre, il y a dans sa simplicité de sa façon de mettre en trame, de raconter, de soutenir un peu les rebondissements, de les assumer. J'ai retrouvé un peu le style de Camus, d'Albert Camus. Oui, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Amine? Pas du tout. Alors, mais en plus, d'après vous m'avez dit, il répond justement. Justement, oui. C'est-à-dire que Camus réclamait... J'ai retrouvé le Camus de l'étranger. L'étranger, oui. Camus réclamait toujours sa part d'algérialité. Mais Kateb Yassine et Malek Haddad lui ont parlé de ça, de ce problème-là. Tu as un problème avec l'Algérie parce que on n'a pas de nom arabe dans tous vos écrits. C'est ça qui lui reproche. Kateb Yassine ne va plus loin en lui disant Faulkner a vécu la même période, pratiquement la même chose avec les Noirs américains, mais lui au moins. Voilà, il a parlé des Noirs. Il n'a pas parlé d'Algérie. Il utilise leur langage. Il n'y a pas le mot algérien dans les œuvres de Camus. C'est ça qui lui reproche. C'est l'arabe. Voilà.
Voilà. Vous êtes d'accord, chère Inès? Oui, je suis d'accord, parfaitement. Vous n'êtes d'accord pas, c'est pas parce que c'est votre mari. Non, parfaitement d'accord. Mais en fait, moi, ce que j'ai ressenti en lisant Malek Haddad, je l'ai pas ressenti avec les autres écrivains que j'ai pu lire. Et pour quelle raison? C'est-à-dire, on sent vraiment l'authenticité on le connaît pas. Enfin, on aurait voulu avoir une interview avec lui ou avoir quelque chose de lui pour mieux le connaître. Une étude. Mais à travers l'écriture, à travers ce qu'on a lu, à travers ce qu'on a pu analyser, nous qui ne sommes rien, finalement, nous ne sommes que des lecteurs. Mais on est tellement bercé par la beauté du verbe, par la musicalité, on sent que ce qu'il dit est authentique. Ça sonne juste, on le ressent, tout ça infuse en nous, on le sent. Et puis les phrases sont courtes, elles sont simples, les mots ne sont pas très compliqués, mais ils sont là, ça découle, c'est tellement beau à lire. Ça coule de source. Ça coule de source, on le sent, c'est-à-dire ça prouve son honnêteté. Et on sent également, et il dit des choses même très, très difficiles à dire avec une très grande bienveillance. D'ailleurs, dans ce roman-là, il dit, je devais choisir mes armes et j'ai choisi la gentillesse. Je ne sais pas si vous avez vu dans le Quai aux Fleurs. Donc, il y a de l'élégance dans son écriture. Dans son écriture, il y a beaucoup d'élégance. La bienveillance, la gentillesse. Pourtant, il y a beaucoup de douleur. C'est le tragique. Bien sûr. Et le poétique. Donc, voilà. Bien, chers amis auditeurs, vous êtes toujours avec Empreinte, votre émission hebdomadaire. Nous rendons hommage aujourd'hui à Malek Haddad, un grand écrivain, un grand monsieur de la culture, parce qu'il a occupé aussi beaucoup de postes de responsabilité, dont celui de directeur de la culture à l'époque du ministère de l'Information, où le département culture dépendait donc du ministère de la Culture. Après l'indépendance, bien sûr. Bien sûr qu'après l'indépendance, à son temps, cher Amine. Pour revenir au Quai aux Fleurs, le Quai aux Fleurs ne répond plus. Il y a de la poésie. On sent que c'est d'abord pour moi, c'est d'abord un poète. Est d'abord un poète. Et dans son roman, c'est vraiment parcouru par la poésie. C'est de la poésie. Et puisqu'on a une voix féminine, je crois qu'il n'y a pas mieux que pour lire un extrait, serait-ce qu'un extrait, que lu par une femme et là on est bien servi, Inès va s'en occuper. Je ne sais pas, vous avez le choix de choisir le poème qui vous... Alors là, il y a ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il a écrit des romans, il a écrit 4 romans. Ça, on va le faire après. Donc on le fera après. Maintenant, il y a des passages, si vous voulez, de choses qu'il a dites dans le roman. Par exemple, une amitié. Alors, en page 28, le Quai aux Fleurs ne répond plus. Tout n'est que poésie dans la femme. Regardez la manière qu'il a de... Et tant pis pour les analphabètes. Ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des petites phrases que j'ai un peu retenues. Je l'ai souligné, cette phrase. Ah ? Je l'avais souligné. Vous aussi, ça vous a plu ? Ah oui. Là, il dit, alors en page 23, dans l'arsenal de ses moyens, il choisit ses armes, la gentillesse, pour pouvoir répondre à son ami. C'est vrai. On pourrait aussi parler de la construction du roman du Quai aux Fleurs. Alors, je vous ai demandé de nous lire un petit extrait de sa poésie. De sa poésie, mais c'est un autre livre. Oui, ça fait rien. C'est Alors, il a écrit Le malheur en danger et Écoute et je t'appelle. Il a écrit le premier recueil de poésie qu'il a écrit, c'est Le malheur en danger. C'est le premier écrit. Le premier écrit, c'est son premier écrit. Il a commencé par la poésie. Très bien, ça tombe bien. Après, il y a eu les 4 romans et après Écoute et je t'appelle. Voilà, très bien. Ça, c'est alors, ses œuvres. Le premier. Alors, il parle déjà du... moi, j'ai aimé le passage. Bon, il parle du Sahara. Promène-toi au Sahara. Promène ton Sahara. Fais-en une morale comme une rose des sables. Fais-en quelque chose qui soit une morale et une rose. J'ai trouvé ça merveilleux. Ah oui, absolument. Maintenant, il parle du métier d'écrivain, du métier de poète, tout ça. Ce métier-là est dangereux. On y laisse des plumes. Mais on fait des chansons, m'a dit ce rossignol qui chantait mieux que moi. Ce rossignol, dès lors qu'il parle de liberté, a l'envergure d'un aigle. Tu lis dans les lignes de la main du monde. Tu es plus grand que ton pays. Tu es plus grand qu'un continent. Tu m'entends bien ? Tu es l'homme. Chausse l'Algérie. Tes pieds soldats et tes pieds troubadours ont trouvé leur pointure.
Marche, il faut marcher, 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 toujours marcher. C'est ta façon d'attendre. Tu écris parce que tu aimes. Si tu n'aimes pas, pose ton stylo. Avec tes pieds soldats et tes pieds troubadours, tu vas tracer des routes, des sentiers parfumés, de légendes et parsemés d'escargots. Ferme la radio, n'ouvre pas ton courrier, regarde ta mère, tu n'as pas envie d'embrasser ta mère. Une joue, c'est formidable. Un jargon cannibale a osé dire « mettre en joue ». Tu es pilote à ta manière, je t'avertis, tu n'auras pas beaucoup d'escales. On volera jusqu'à ton testament. Tu t'en fiches parce que tu es poète. Alors ça, il faut le gueuler, il faut le hurler jusqu'à ce que vie s'en suive. Sur le mur de ta maison, il n'y aura pas de plaque disant de quelle faculté tu es sorti. Pourtant, tu es mieux qu'un diplômé. Tu es un adjectif qualificatif. Tu es un homme. Tu as fait ton humanité. Tu es cette anticipation merveilleuse du menuisier qui n'est que menuisier et qui sera poète. Du chirurgien qui n'est que chirurgien et qui sera poète. Du balayeur des rues qui n'est que balayeur des rues et qui sera poète. Tu es cette lumière qui nous vient des étoiles après des siècles de voyage. Merci, bravo Shahinez, merci. Voilà. Et là, vous confirmez avec donc l'extrait que vous venez de lire que c'est un poète, avant tout un poète. Un grand poète. Amin, donc Amin, je te donne le soin de nous retracer ses ouvrages, ses bibliothèques. Oui, faire si vous voulez, moi, je ces sais. ouvrages, c'est simple. Regarde, il a 2 recueils de poésie. Je vous laisse les recueils de poésie s'occupent des romans. Non, Bon, je parle et elle continue celle. D'accord. Bon, il y a 4 romans Oui. qui sont édités. Parce qu'il y en a d'autres qui sont inédits. Il y a Voilà. beaucoup, il y a des romans, des recueils de poésie et Voilà. des essais qui sont encore inédits. Inédits, oui. Donc, le premier roman, c'est La Dernière Impression. Et j'espère qu'on ne va pas rester sur la dernière impression. On va progresser. Je t'offrirai une gazelle. C'est le 2e roman. C'est grâce à celui-là que Yasmina Khadra il a écrit. Il dit bien, je lui dois l'écriture. Il a eu la passion de l'écriture. Voilà. Ouais. L'élève et la leçon. Ça, c'est le 2e. Il a été réédité plusieurs fois aussi en Algérie. Le quai aux fleurs ne répond plus. Ça, c'est le 4e. Et dans le quai aux fleurs ne répond plus, il y a une question. Un questionnement. Quand quelqu'un, par exemple, téléphone, il dit on ne répond pas. Ça sonne, ça ne répond pas. Alors qu'est-ce qu'il dit entre parenthèses? C'est le bon numéro, mais c'est la mauvaise personne. Ouais. Donc, et ça parle, si tu veux, je lui passe la parole, si elle veut parler des romans. Tu veux parler grosso modo du roman? Oui, en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, déjà, les titres sont très, très bien choisis. C'est des phrases affirmatives, des questionnements, une offrande même. Je t'offrirai une promesse, je t'offrirai une gazelle. Déjà, l'offrande, donc c'est une promesse. La gazelle, c'est le côté oriental, c'est un peu l'aventure, c'est le merveilleux, c'est le désert, c'est le voyage, c'est beaucoup de choses. La symbolique de la gazelle, pardon. L'élève et la leçon, donc il y a aussi un questionnement par rapport à qui est l'élève, qui est la leçon, qu'est-ce qu'on va apprendre à partir de là. Le quai aux fleurs ne répond plus aussi, c'est une invitation au voyage par rapport au quai qui symbolise le quai, le train. Les fleurs, c'est beau, mais après, il y a une négation, ne répond plus, ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière, c'est fini. Bon, déjà, il y a par rapport au titre. Déjà, c'est très bien choisi. C'est un choix rigoureux, c'est un choix Ensuite, réfléchi. Réfléchi, exactement. Pardon, en parlant de titres, en Europe, jusqu'à maintenant, et ils sont un peu déboussolés par rapport à l'écriture, et c'est innovant. C'est du jamais vu. Malek Haddad, il écrit avec un style particulier. Et ça s'appelle, la science, ça s'appelle la titrologie. On étudie tous les titres de Malek Haddad. D'ailleurs, en tant que compagnon, qui est maintenant chef de service de la Sorbonne, côté lettres, de la gauche, il a donné beaucoup d'explications sur ces titres-là. Rien que les titres. Comment il les a choisis. Bien sûr. Les messages, les nuances. Le titre est un métier. Vraiment, ils sont... Dans la presse... Il a eu le génie de bien choisir les titres. Ouais. Dans la presse, parce qu'il peut-être qu'il vient... Il a fait aussi... Il y a 2 départements. Il a été journaliste, il a animé donc la rubrique culturelle du journal Nos, qui à l'époque était donc édité en français, donc dans les années 65.
Et dans l'équipe rédactionnelle d'un grand journal, il y a des titreurs. Parce que le titre est important. Très important. Et d'autant que dans ce roman, le quai aux fleurs ne répond plus, ce n'est pas uniquement un titre de couverture, mais il est à l'intérieur même de la trame, justement, il est à l'intérieur même de la phrase, et il le décline à chaque fois sous différentes combinaisons. Quand il s'agit d'un contexte négatif ou triste, il dit le quai aux fleurs ne répond pas. Quand il part de quelque chose de plus ou moins heureux, c'est le quai aux fleurs qui sourit, ainsi de suite. Et nous retrouvons cette expression, sans exagérer, au moins une quinzaine de fois dans ce merveilleux, pour moi c'est vraiment un merveilleux roman. Quelques titres donc de ces recueils de poèmes. Le malheur en danger. Le malheur en danger. Il a écrit que deux recueils de poésie, oui. Le malheur en danger, c'était le premier, avant de commencer à écrire ses romans. Et puis après, Écoute et je t'appelle. Écoute et je t'appelle, en 61, recueil, oui. L'année où il a fait sortir le quai. Il y a un recueil de poésie qui est inédit. Oui. Et Écoute et je t'appelle, le dernier, en 61, en même temps que le quai aux fleurs ne répond plus. Les premiers froids. Les poèmes inédits inachevés, oui. C'est les premiers froids. Oui. Il a laissé des œuvres inachevées. Et le roman inachevé, c'est un wagon sur une île. Il y a aussi un essai. Voilà. Un essai. Un wagon sur une île, ça représente l'auteur qui s'est isolé un petit peu. Bien. Donc, dans son parcours, il a été instituteur. Après, il a fait ses études de droit à Aix-en-Provence, donc en France. Au sud de la France, puis il a abandonné en 54 pour aller travailler, donc on a dit, comme ouvrier agricole avec Katib Yassine, toujours dans le sud de la France, toujours. Le nord de la Camargue. Oui. Voilà. Pour survivre, parce que c'était la guerre, il était appelé à contacter le Parti communiste algérien de l'époque, parce que c'est lui qui portait la voix vers les autres pays de l'Algérie. De l'Est, oui. Il a été aussi contacté par le FLN, il était le porte-parole du FLN. Il a fait beaucoup de missions au FLN. Bien, il a été, durant la guerre, il collaborait à plusieurs revues, donc... Juste pour porter la voix, pour parler de l'Algérie libre. Il est militant de la Fédération de France du FLN, donc il a été militant. C'est ça. Et il s'est établi, donc c'est là où il est cette histoire, il s'est établi en Suisse avant de se réfugier à partir de 1960, donc à Tunis, en Tunisie. Il a été donc durant cette période conférencier et diplomate. Comme vous l'avez dit, Amine, il a porté la voix de l'Algérie dans plusieurs pays, dont l'Égypte, l'Inde et l'URSS. Le Japon. Il rentre à l'indépendance, bien sûr. Il a collaboré donc dans plusieurs revues. Page culturelle Nasser. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Abdelkrim, ce que j'ai aimé, c'est la revue Promesse. Oui. Vraiment extraordinaire le travail qu'il a fait avec les jeunes auteurs. Il publie à chaque fois, c'est une revue bimestrielle, si je ne me trompe pas, et à chaque fois il publie les jeunes auteurs. Beaucoup de jeunes auteurs, grâce à lui, ils ont... Comme Moïd Assour, Assia Jabbar, j'ai beaucoup de noms. Il a lancé des auteurs. C'est ce côté découvreur de talent, donc ce côté généreux, ce côté donc de la personne. Et il fut le premier à avoir fondé donc une revue littéraire. C'est unique, c'est nouveau. Promesse. Une revue s'appelle Promesse, donc en 69. Et il sera aussi celui, ça il faut... Le PANAF. Ce n'est pas, on n'en parle pas beaucoup, celui qui a organisé le PANAF des 69, la grande période de l'Algérie qui avait encore le souffle de l'indépendance. Et en 68, il avait organisé aussi le premier colloque culturel national. Aussi, il avait organisé un colloque avant, en 68, et après en 69, le PANAF. Et il a fini par présider donc les destinées de l'Union des écrivains algériens en 74. Il était élu membre, le secrétaire des... Le premier secrétaire. De l'Union des écrivains algériens, entre 74 et 76. Et ce fut celui, c'est quelqu'un qui admirait aussi beaucoup Malik Haddad, ça s'appelle notre grand Sid Ahmed Agoumi. Sid Ahmed Agoumi, il déclame, dès que il vous déclame du Malik Haddad, il adore Malik Haddad.
il adore le personnage, il a connu. Je pense qu'il a même joué quelques pièces de Malik Haddad. Certainement, je ne savais pas qu'il avait écrit, donc ça il y a une aussi petite ressemblance entre quand il était jeune à Demour. Il était beau gosse, Oui, il était bel homme, il était bel homme. Voilà, donc les deux hommes se sont connus. Et Malik Haddad, quand il était donc directeur de la culture au ministère de l'Information, a nommé Sid Ahmed Agoumi à la tête du CCI, qui est l'actuel, donc l'ONCI, et s'est occupé de la culture. Donc voici donc pour un peu, en gros, et puis c'est muré dans le silence. Pardon, avant, on n'a pas parlé de la sémiologie, parce que tous ces écrits, ils font partie de l'étude aussi, département aussi. On va revenir, vous essayez de garder ça en mémoire, mais comment se fait-il qu'il soit, après, donc il a écrit donc pratiquement, il avait un ouvrage ou deux chaque année, et puis il s'arrête pendant un bon petit moment, il n'écrit plus. Du moins, il n'a pas édité. Il n'a pas édité, c'est... Comment vous expliquez ça, Shahinez ? Je pense que son rôle, c'était de militer. Et tant que l'Algérie était libre pour lui, le travail était fait. D'autant qu'il n'avait pas... il pensait ça, c'est une voie. Moi, je pense que c'était ça. Il pensait que son travail était fini parce qu'à un moment donné, il dit laissons la colombe devenir un oiseau. Donc, ça veut dire que... voilà, on est en paix. On est en paix, on redevient oiseau. Et là, on travaille, on fait. Donc, il y a eu la revue Promesse pour pouvoir promouvoir les jeunes écrivains, donner la chance aux autres. Donc je pense que c'est très généreux de sa part, c'est très honnête de sa part. Il considère donc il voulait il voulait plus écrire, je pense. Oui, il considère donc que cette génération de Mouloud Mamri, Mouloud Ferraoun, Mohamed Dib, Assia Djibar avait fait en partie, accompli sa mission. Je ne sais pas. Il parle de lui. Oui, moi je pense que c'est ça. Moi, Amine, qu'est-ce que vous pensez ? Il y a beaucoup de raisons. Même son neveu, il avait un neveu qui s'appelait Jamal Ali Khoudja. C'est un grand écrivain, c'est un chercheur, essayiste. Il a écrit Itinéraire et témoignages et autres propositions à propos de Malik Haddad parce que c'était son oncle. Oui. Donc il y a plusieurs raisons. D'abord le choc des civilisations, dans le même cœur de Malik Haddad, il y a la civilisation arabo-berbère musulmane et il y a l'autre civilisation occidentale. Donc ça c'est le premier choc. Le deuxième, après l'indépendance, c'est le choc où vraiment c'était terrible. On ne pouvait plus supporter. On s'est débarrassé du colon, maintenant on a la langue, on parle avec la langue du colon. Donc ça lui a un peu froissé le... Et troisième chose, ils étaient invités souvent à des colloques sur l'échelle arabe. Comme par exemple en Égypte, en Syrie, où il y a des poètes comme Suleiman, Issa Suleiman, je ne me rappelle plus, je pense à Issa Suleiman, il a fait une belle poésie pour Malik Haddad en arabe classique. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas, il ne pouvait pas s'exprimer en arabe. Il était dans la gêne. Dans la gêne, et même quand il parlait aux gens, parce qu'on l'invitait à faire des discours, il ne pouvait pas faire en arabe classique. Il ne maîtrisait pas l'outil arabe. On imagine la gêne. Donc c'est le troisième choc. Facile à se mettre. Quatrième choc, c'est il a baissé les armes. Parce que là, il considérait la langue comme un outil. Ce n'est plus un choc, c'est une réaction. Oui. Tout. Et d'ailleurs, il dit, on ne parle pas en français. On parle le français. Donc il y a c'est la philosophie. Oui, parce qu'il était un grand philosophe aussi. Hein. Pas qu'un linguiste. C'est d'ailleurs, tout le monde le connaît parce qu'il aimait Bergson. Ouais. Bergson, il y a beaucoup de spiritualité dans la théorie de Bergson, philosophe. Il dit aussi la quête de soi. Toute la vie, on fait la quête de soi-même. Donc, c'est ce qu'il faisait dans ses écrits. Dans ses écrits, il a fait une catharsis, comme un accouchement. Il dégageait toute cette recherche de soi, identitaire. Donc, tous ses travaux, ils sont autour de l'identité algérienne. Bien. Vous êtes toujours, chers amis auditeurs de la chaîne 3 et fidèles auditeurs de la chaîne 3, avec Empreinte, votre émission donc hebdomadaire consacrée au livre. Et aujourd'hui, nous entamons donc on va appeler ça une rubrique, mais c'est pas une rubrique, mais des numéros entièrement consacrés aux grands écrivains qui nous ont quittés, qui ont disparu, mais qui ont laissé bien sûr une trace dans la sphère littéraire algérienne. Alors, on parle de sa crédibilité, mais aussi de
quelque chose d'important chez lui, c'est ce rapport qu'il a à la guerre. Mais il le dit avec pudeur, avec beaucoup de pudeur, mais avec beaucoup de lucidité. Quand on lit, par exemple, dans le Kéofle ne répond plus, il répugne la guerre. Mais il reste lucide. Il ne perd pas la lucidité. Il se rend compte d'une certaine évidence. La force ne comprend que la force. Oui, malheureusement. C'est-à-dire, فرنسا دخلت بالقوة تخرج بالقوة. Ah oui, c'est Malheureusement, carrément ça ça. lui fait mal au cœur. C'est-à-dire, on sent qu'il est... Ouais. Mais il le raconte avec une très grande bienveillance. C'est-à-dire, il y a toujours cette douceur dans sa façon de narrer les choses. Et cette douleur, elle est perceptible. On la sent, cette douleur. On la sent dans le... On la sent. Monsieur dans son Abdelkrim, œuvre. c'est son dernier roman, Le Clé de Feu. Oui. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait dans le dernier roman? Vous savez? Non. C'est la rupture avec tout le monde. Parce qu'il raconte qu'il va partir chez Simon Gitsch. Gitsch, c'est le nom de son ami d'enfance. Et normalement, en réalité, c'était le grand écrivain aussi, Roland Ducan, ou Ducan, en arabe on dit Ducan. Mais Roland Ducan, il part chez lui pour pouvoir écrire à l'exil et le rencontrer. Il ne répond pas. Il parle de leur enfance. Mais lui, ça ne lui dit rien. Il est devenu avocat, il n'écrit plus de poésie comme on était ensemble en Algérie. Donc ça, là on est dans le roman, on est dans son dernier roman. Son dernier roman. Et il y a le parallèle dans la réalité aussi. Hein. Oui. Si on lit sa vie, on trouve il y a beaucoup de parallélisme entre sa vie et les romans. Alors, à ce sujet aussi, je m'adresse à vous, Shahinaz, c'est quand même, il a ce courage de dire, à propos d'écriture et d'écrivain, donc la création, il dit, c'est écrit, il est très rare qu'un écrivain valable sache inventer, créer, imaginer, et en fin de compte, le texte... Tu sais qu'il y a beaucoup de codage dans ces romans. En fin de compte, il dit, autour d'une œuvre respectable, c'est sa sincérité. Oui. Ce qu'il y a de là. Quoi qu'il fasse plutôt, en parlant de l'écrivain, un romancier ne fait que romancer sa vie. Oui, c'est de la fiction. Il faut avoir le courage de le dire, hein, il le dit, il introduit ça dans oui. Ça veut dire qu'il y a une part de sa vie dans ses romans. C'est-à-dire, non, ce qu'il veut dire, c'est la grande part de ce qui s'écrit dans qu'on appelle le roman, la grande part appartient à la réalité de l'écrivain. Oui. Il ne parle pas de sa vie forcément, oui. mais il parle de ce qu'il voit, de ce qu'il écoute, ce qu'il entend. Exactement. Et bien sûr, après c'est romancé. Mais la grande part revient à la réalité. En fait, il est témoin d'un temps. Il est écho et miroir d'un temps, donc il est témoin. Et il arrive à personnifier les paysages, personnifier sa vie, personnifier ses émotions. Et lui, il a été grand témoin de la guerre d'indépendance. Un grand témoin. Donc c'est l'écriture engagée, la poésie engagée. Et donc il a été acteur par ses écritures. Ça reflète beaucoup de réalité. Et c'est en parallèle avec l'histoire de l'Algérie. Alors, dans ce roman que je trouve magnifique et je conseille vraiment mais les constructions sont différentes, vous savez. De découvrir, il y a, ça paraît très très simple, une histoire simple. Il y a donc deux personnages, on va les appeler ça, deux personnages importants, centraux. Donc il y a Khaled, le personnage central. Ouais, c'est l'écrivain, Khaled, c'est l'écrivain. C'est l'écrivain, c'est le poète-écrivain, le journaliste, poète-écrivain, c'est ce qu'est, on va dire, Mercadet. Ouais. Et il y a Simon, son ami d'enfance, ami de Constantine, donc ils sont connus en étant donc lycéens. Simon s'est établi, devenu après donc avocat. Il a une femme belle, Monique. Et il a une fille, Nicole. Ah, oui. Et Khaled a deux garçons et une fille. Donc il a Morad, Farid et Melika. Et sa femme s'appelle donc Ourida, mais elle intervient dans le roman. Ah oui, bien. Il aime beaucoup Ourida. Elle est fou d'amour. Elle intervient tardivement. C'est pas aussi simple que ça quand même. Le roman n'est pas aussi simple. Elle intervient tardivement et avec ce petit monde donc il tisse toute une histoire qui vous tient en haleine, vraiment qui nous tient en haleine. Et moi j'adore cette liaison qu'il y a. C'est vraiment
C'est ce qu'on appelle la liaison dangereuse entre Khaled et Monique. Monique est follement tombée amoureuse de Khaled. Mais il refuse. Hein? Il refuse. Il la repousse. Il la repousse. Il la repousse. Il est lui fidèle répond à sa pas. femme. Il lui répond pas. Il répond pas aux fleurs. Il ne répond pas Le aux fleurs. pied, Très bien. Voilà. Il la repousse, il ne répond pas aux fleurs et il dit « Je suis arabe ». Il veut dire, autrement dit, j'ai la pudeur. Hein? Il répond en même temps à Monique. Et il explique pourquoi il ne dit pas les mots qu'il veut dire à sa femme, parce qu'il est arabe. Bon, voilà, donc, tout l'amour que je porte pour... Ils ne sont pas ressentis de la même façon, ces mots, qu'ils soient dits dans les deux langues. C'est dans ça les- qu'il veut dans- dire dans- aussi. dans les, absolument, C'est ça. dans les deux. C'est toute sa douleur de la langue. Je te dirai je t'aime quand les enfants dormiront. Absolument. Voilà. Donc, Il y a C'est ça la pudeur. C'est ça qu'il lui disait à En fait, dans toutes les sa bien-aimée histoires, Orida. il y a cette histoire-là. Le fou de Orida. Moi, je l'appelais le fou de Orida. l'histoire. Orida, Et c'est il y a- petite fleur. bien, alors, retenez bien ce que je viens, la petite charpente de ce roman. Après, je vous donne la parole. Et puis, il y a la patrie. Il dit, enfin, il écrit, la patrie ne s'apprend pas comme une leçon Oui, de calcul. Oh là, Exactement. magnifique. Ah, magnifique. Ne ouais. s'explique pas, ne se raconte pas. Soit vous l'avez dans les vins, dans les gènes, etc. Soit C'est vrai, vous l'avez pas. vous l'aurez jamais. On l'a jamais. Et en parlant de Ourida, je reviens, c'est la belle. Ourida, c'est la belle. Elle ressemble au regret. Ça, c'est toute la culture orientale. Elle ressemble au regret. Et Ourida, elle lui dit, nous arrivons à lire tes poèmes, nous les lisons malgré tout. Alors ce mot, cette fait malgré tout, je me suis posé des Malgré la questions. séparation, l'exil, La guerre. Voilà. tout ça. On reste attaché On à reste toi. attaché à même toi. si tu as des milliers de Oui. kilomètres Et de là, nous. il dit en page 47 aussi, dans ce même roman, ils regardaient Ourida et leurs yeux s'expliquaient. C'était là une amitié autant qu'une passion. Donc il y avait une amitié dans le couple. Il y avait cette amitié-là et, l'amitié cette et la passion. passion. Voilà. Alors, Donc c'était ce qu'ils partageaient. amis des trois thèmes, donc la patrie, l'amour à l'algérienne, Maman algérienne. l'amour à l'algérienne, Et la française aussi. et la France, bien sûr, Oui, la je pense française. qu'il a pas- Non, c'est cette thématique de l'amitié. L'amitié, ouais. Je crois qu'il la repousse par rapport À son ami. à Simon, même si Simon a envie de larguer ce passé. Oui. Et l'exil. Surtout l'exil. L'exil, bien La sûr. douleur. Non, bien sûr. La On douleur sent de sa l'exil. douleur quand on lit. Allez, Amine, la parole est à Oui. toi. Donc, dans ce roman, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la rupture. C'est le 4e roman. Il l'écrit et c'est la rupture avec tout. Si on lit bien le roman Le quai aux fleurs ne répond plus, on comprend pourquoi elle a arrêté d'écrire en français à cause de son exil aussi linguistique. Il n'y a pas que l'exil du corps et de l'âme, il y a aussi le linguistique de la langue. Donc si on lit le roman Le quai aux fleurs ne répond pas, on comprend et on admire et on comprend son attitude par rapport aux autres écrivains algériens. Donc ça, c'est la clé de tout. Et on n'a pas parlé tout à l'heure de sémiologie. C'est les signes. Il y a beaucoup de signes. À chaque fois qu'il parle, il y a double sens, il y a entre les lignes, il y a l'écriture en filigrane. C'est ça que j'ai admiré dans son style. Vraiment, c'est un écrivain à des phrases courtes, vraiment courtes, très simples, mais très percutantes. Ouais. Et C'est toujours, vrai. tu as 2-3 sens dans la même phrase. C'est un génie. Moi, je Et- l'appelle un génie de la littérature. Moi, ce que j'ai. Alors, par rapport... Il y a un journaliste qui vient le voir. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, alors en page 52-53. Oui. Ah oui, je l'ai alors là, noté. il lui pose toutes les questions C'est un qu'il a eues Suisse. sur. Voilà. C'est un Suisse Alors, qui veut dire d'après vous, quelle neutre. place aura la langue française dans l'Algérie de demain? Première question. Et il répond pas, il regarde tout ce qu'il y a autour de lui, mais il répond pas. Ensuite, Non, il regarde. Je précise, pardon, Oui. précise uniquement. Le journaliste, ils sont dans un resto. Dans un café, oui. Un dans café au resto. oui. Le journaliste lui pose la question et lui, Il est ailleurs. il est ailleurs, mais il décrit une autre situation, un autre contexte qui n'a rien à voir. oui. Très bien. Après, Ensuite, il pose une deuxième Deuxième question. Existe-t-il des écrivains algériens de langue arabe? Deuxième question. Troisième question. Pensez-vous que si vous aviez à choisir d'autres formes de lutte, que choisiriez-vous? Quatrième question. Les écrivains algériens ont-ils tous, comme vous, la hantise de ce que vous appelez le drame du langage? Ensuite, il répond pas. Il dit, vous répondez pas. Alors il dit, pourquoi écrivez-vous? Il dit, parce que je ne sais plus parler.
Très bien. Stop. Très philosophique. C'est surréaliste. Très C'est vraiment philosophique, hein. surréaliste. Très intelligent. C'est intelligent. Ah, Et alors, juste pour rester dans la première, donc cette charpente, cette culture arabe qui l'envahit, ce refus de Monique, cet amour particulier de Hourida. Comment vous le percevez, enfin, comment vous le voyez dans ce roman? En fait, Hourida, sa femme qui est restée en Algérie, lui est en exil en France, c'est son ancrage positif, comme on dit. Donc il est dans le désespoir, il est dans la solitude totale, il se sent vraiment exilé, il se sent étranger à Paris, il se sent étranger chez son ami qui l'a repoussé en quelque sorte. Il est même parti à plusieurs reprises, il a essayé de lui parler des souvenirs d'avant, de leurs études, il a essayé de refaire ressurgir des souvenirs qui pourraient peut-être retisser les liens. Mais ça n'a pas. Mais le quai aux fleurs ne répond Mais plus. le quai aux fleurs ne répondait plus, d'autant qu'il y avait une sorte de jalousie parce qu'il pensait que Monique, sa femme, s'intéressait à lui. Et donc, pour lui, Hourida, c'était l'amour de sa vie, c'était sa patrie, c'était pour elle qu'il se battait presque. Et donc, il était là à écrire, à travailler, il est acharné à vouloir défendre sa patrie. Et ça lui faisait tenir. Et son exil a passé. C'était son soleil. Son exil a passé grâce à ça, grâce au fait. Et à un moment donné, il n'avait plus de nouvelles de Hourida. Pendant un certain temps, elle ne lui écrivait plus, elle répondait pas aux lettres. Et donc, il s'imaginait que c'était la combattante vaillante qui était partie au maquis et donc c'était encore plus à ses yeux la grande héroïne. J'ai retrouvé le passage où il lui dit je suis arabe. Donc c'est Monique qui lui dit c'est curieux quand même qu'aucun de vos poèmes ne soit dédié à Hourida. Et il répond, le personnage Khaled, je suis arabe. C'est Monique et la pudeur me l'interdit. Oui. La pudeur me l'interdit. Et en parlant de soleil, en parlant de ce qui le retient, il a dans le chapitre 11 écrit, en parlant de la lumière parisienne, la lumière parisienne grise et poisseuse, presque solide, une lumière qui avait froid et qui avait elle-même froid aux yeux. Oui. C'est-à-dire, c'est sinistre, et il rêve, on devine qu'il rêve du soleil de Constantine, du soleil de l'Algérie. Oui. D'ailleurs, elle lui dit Monique, parce qu'elle l'aime bien, mais lui, il la repousse. Il lui répond pas aux fleurs comme tout à l'heure. Je vous aime, monsieur d'hier. Elle l'appelle monsieur d'hier, parce que pourquoi elle l'appelle monsieur d'hier? Parce qu'il est toujours conservateur, il tient ses coutumes, ses us, son identité. Et lui, madame d'aujourd'hui. C'est-à-dire avec la compréhension européenne, occidentale d'aujourd'hui. Puisque j'aime Hourida, elle sera votre sœur. Ça veut dire quoi? C'est pour ça, c'est polysémantique. C'est politique. Il y a politique, il y a beaucoup de sens dans ces écrits. Bien sûr. Hourida, ça représente l'Algérie, l'arabité, l'algérianité. Et Monique, l'Europe. Bien. Donc, Monsieur Matoub, donc Amin et Madame, vous savez, avec Med Haddad, on peut faire des... On peut passer des heures et des heures à parler et on n'aura pas jamais découvert. La sœur de ma mère. Oui, absolument. On n'aura pas fini de découvrir cet ouvrage, comme d'ailleurs pas mal d'ouvrages, comme plutôt de romanciers. Et j'ai pour habitude de terminer mon émission avec un questionnaire. Donc, je commence par vous. Quelle est votre saison préférée? L'été. Amine? Printemps. Et comment vous faites alors? L'un au printemps, l'autre en été. On est différents. On se complète. On se complète. On vit deux saisons différentes. Deux saisons. Très bien. Ouais. Deux saisons différentes ensemble. Vous avez deux saisons. Alors, le plat préféré? Toute la gastronomie algérienne, je ne peux pas dire. En fait, je vais dire un plat que ma famille aime que je prépare, c'est un ragoût au navet. Un ragoût au poulet au navet, mais c'est très bon. Des ragoûts caramélisés au navet. Oh là là, le navet. Mais c'est bon. Le symbole de Mascara, c'est la pomme de terre. Donc un plat en pomme de terre à la sauce. Un tagine aux pommes de terre. C'est bon. Le fruit, madame? Les pêches plates. Les pêches plates, oui. Oui. Fruits rouges généralement. Fruits rouges, cassis, framboises, tout ce qui est rouge, fraises, tout ce qui est fruits rouges.
Alors, cher ami Amine, Pro. Non, de l'Est. d'accord. C'est Voilà. évident quand on est... Mais je voulais dire qu'il était donc dentiste de formation. Formation. Mais je gère la pharmacie de ma femme. De ma femme. Et on est amateur de littérature, on n'est pas des professionnels. D'accord. On l'a dit. Pharmacien. Ma Shahinez est pharmacienne. Nous arrivons au livre. Donc, quel est votre auteur préféré? Algérien puis étranger. Maintenant que j'ai redécouvert Malek Haddad, c'est Malek Haddad. Malek hein, Haddad. Ah oui, je peux pas dire autre chose que Malek Haddad. Moi, c'était Franchement. Keteb Yassine, Allez. mais maintenant, Les deux. il a détrôné. Vous avez trois. Mais vraiment vous. extraordinaire. Carrément. C'est des fresques. On n'a pas dit, c'est des fresques, c'est des tableaux où tout est bien décrit. Mais vraiment, c'est de quoi s'émerveiller et beaucoup de sens. C'est ça qui me fait perdre Très un bien. peu. Étranger. Un. Étranger ou étranger un petit peu voisin. Oui. Soudanais, Taïb Saleh. Très bien. Les saisons d'immigration Très connu. au nord. Voilà. Eric Emmanuel Schmitt. Très bien. Très bien. Quel est votre roman De référence. De référence de chevet, de référence celui auquel vous de temps en temps vous le révisitez. Quoi. Moi, depuis mon enfance, je suis subjugué par Mille et une nuits. Oui, Mais Shahrazad. vraiment, c'est un livre. Shahrazad, Saïned, ah là là. Donc, Il y a tout un monde à découvrir. Moi, le petit prince. C'est pas Amine Malouf, toi. Non, pas Amin. J'aime beaucoup Amin Melouf, surtout les identités meurtrières. Ah Tiens, ouais. ça parle de notre sujet. Mais en fait, moi, c'est Le Petit Prince Le Petit de Prince. Saint-Exupéry. C'est la poésie. C'est la poésie, c'est un conte philosophique. C'est l'étendue du Et puis c'est désert. mon père qui Désert, m'a ouais. inculqué ça, donc je suis restée sur Le Bien, Petit Prince. la chanson que vous pouvez écouter en boucle. Très difficile, il n'y a pas de Non, chanson. une chanson. Non, ça dépend des Un choix. périodes. Non, moi Bon, là, j'aime Dalida, j'aime, je sais pas, il y a Brel, il y a des... moi, c'est la la chanson, moi- pas le chanteur, la chanson. J'ai pas de chanson préférée, c'est-à-dire moi j'aime la poésie, j'aime le texte dans la chanson et j'aime les belles mélodies, donc... La chanson. مثلا استريح من Bachir Habaïb. Ah ouais, très belle. Maintenant, C'est c'est- Mouacha, مثلا استريح. c'est la musique andalouse. Donc, Ah ouais, ouais. le chanteur préféré, c'est pas Matoub. Matoub un petit peu, mais surtout parce qu'il y a une familiarité. Mais surtout moi c'est l'andalou. C'est Je l'andalou. tourne, je Moi retourne aussi, sur moi aussi l'andalou. moi L'andalou, aussi. c'est J'aime il beaucoup. peut être chanté par tout le monde comme la musique classique. Parce qu'il y a de comme la la musique poésie, parce qu'il y a de la poésie. La dedans. poésie, oui. Parce qu'il y a de Ça c'est touche vrai le que cœur. elle est magnifique, touche le cœur. elle est magnifique cette poésie. Et nous arrivons. Quel est votre mot préféré? J'en ai plusieurs. Aimer, aider. Celui que vous détestez. Je déteste pas un mot particulier, mais je n'aime pas la grossièreté dans le langage. Très Les bien. mots grossiers. L'expression en arabe ou en français que vous aimez. La Ouais, le citation. dicton, l'expression. En français, Saint-Exupéry, on ne le voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ça, c'est ma devise. Alors, le mot que vous détestez le plus. Être c'est pas hautain. Hautain. Oui. L'expression que vous aimez, c'est en arabe ou en français, ou enfin l'expression de dicton que vous aimez. La torture commence par le tutoiement. Ça, Oula. C'est Malek extrait Haddad. de Je te ferai un gazelle. Gazelle. Voilà, nous arrivons à la fin, donc, amis auditeurs. Merci à Shahinez d'avoir, donc, et merci à Amine. Merci, ils sont venus spécialement pour Empreinte de Mascara. Ils sont venus aussi pour, il faut le dire, Malek Haddad, Ah oui. qu'ils merci. adorent. Et merci à vous de nous avoir fait revivre un pan donc de son œuvre, tous ses Et on livres. encourage. Le quai aux fleurs ne répond plus. Il faut aller le chercher, Oui. comme il faut aller chercher l'élève et la leçon. La dernière Je impression. t'offrirai une gazelle La La dernière dernière impression. impression. et la dernière impression. Merci beaucoup, au revoir et Bisous. merci. Je vous dis bon week-end, amis auditeurs, et je vous rappelle que l'émission est rediffusée le dimanche de 22h à 23h. Au revoir.